Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo consacrée donc au chapitre sur les transformations chimiques. Alors aujourd'hui nous allons un petit peu modifier toute notre conception microscopique de la matière. Euh, Jusqu'à présent nous avons parlé de cette notion microscopique de la matière en se servant donc de la notion de particules. D'accord, on utilisait les particules pour décrire voilà n'importe quelle substance. On parlait des particules d'eau, on parlait des particules de dioxygène, de diazote, par exemple pour l'air. Euh, Or, dans certains exercices, vous avez eu l'occasion de voir que parfois on utilisait d'autres mots de vocabulaire, par exemple une molécule ou ce genre de choses. Et nous allons aujourd'hui essayer de préciser un petit peu tout ça. Particules, c'est un terme générique pour parler de ces petites briques qui constituent toute la matière qui nous entoure. Et nous allons voir que ces petites briques, en fait, il en existe de différents types et qu'il va falloir être un petit peu plus précis en science pour être capable d'expliquer ce que nous observons, notamment lors des transformations chimiques. Alors aujourd'hui, donc nous allons parler en premier lieu d'un type de particules que l'on appelle les atomes. Alors c'est un mot de vocabulaire que vous avez déjà certainement rencontré dans la vie de tous les jours, c'est un mot assez courant. Nous allons simplement essayer de voir de quoi il s'agit. Alors pour faire ceci, nous allons déjà commencer par faire un petit peu d'histoire, euh, essayer de décrire un petit peu les choses de façon historique. Alors on va remonter très loin dans le temps, en tous les cas à notre échelle d'humain, puisqu'on va remonter le temps d'environ 2500 ans. D'accord, nous sommes 500 ans environ avant Jésus-Christ. Lorsque un savant, alors on ne parle pas encore de scientifique à l'époque parce que la science en tant que telle n'existe pas encore, mais il existe déjà des savants, des personnes qui se posent les questions, des questions essentielles sur le monde et sur la nature qui les entoure, et qui essayent de comprendre de façon rationnelle et logique toutes ces choses qui entourent les humains. Et donc Démocrite, c'est un de ces savants qui va un petit peu bouleverser les choses, alors qui va tenter tout du moins de bouleverser les choses en réfléchissant à certains concepts, et en l'occurrence à la matière. Alors le principe de base de sa pensée est assez simple. Démocrite, comme un petit peu tous ceux qui se posent des questions, observent dans la nature que les choses qui l'entourent ont tendance avec le temps de se désagréger, de se décomposer, de s'abîmer. D'accord. Ce que l'on fait comme expérience tous les jours, hein. Si vous laissez un morceau de pain à l'extérieur ou même à l'intérieur de chez vous pendant un temps suffisamment long, il finira par se décomposer, se désagréger et par disparaître. D'accord. Pareil pour un bout de bois, pareil pour n'importe quelle substance, même une montagne n'échappe pas à la règle. Les montagnes, elles sont jeunes, comme par exemple les Pyrénées ou les Alpes, sont des montagnes très aiguisées, très pointues, très hautes. Et puis au fur et à mesure du temps, alors de très très grandes périodes, hein, on parle en millions d'années, ces montagnes finissent par s'éroder, c'est-à-dire petit à petit elles se désagrègent et on finit par avoir des montagnes telles que les Vosges ou le Massif central. Alors le Massif central, ce ne sont pas des montagnes mais des volcans, mais qui ont subi à peu près les mêmes principes, c'est-à-dire le vent, la pluie, tout ça finit par les user et finit par les arrondir, par les rendre moins hautes, parce que petit à petit elles se désagrègent. Et donc Démocrite voit tout ça, que ça concerne aussi bien la nature, comme les montagnes que l'on vient de dire, que n'importe quel objet. Une chaise par exemple, si vous laissez une chaise à l'extérieur, très rapidement elle va s'abîmer, très vite elle va se décomposer, et si vous revenez dans une centaine d'années, cette chaise aura quasiment disparu. D'accord. Donc la question que se pose Démocrite, c'est, bon, puisque tout a l'air de se désagréger en permanence, puisque la matière a l'air de disparaître de devant nos yeux au fur et à mesure du temps, pourquoi la matière existe-t-elle encore? Voilà, il se dit, bon, la Terre, à cette époque, ils savent déjà que la Terre, c'est un objet, donc un corps céleste qui existe depuis des millions d'années. Alors, c'est même plus que ça, hein, nous sommes à plusieurs milliards d'années, mais en tous les cas, ils avaient déjà la notion de cette durée vraiment gigantesque. Et la Terre est faite de matière. Si toute la matière se désagrège au fur et à mesure, depuis ces millions et ces millions d'années, pourquoi la Terre n'a pas fini par disparaître, désagrégée comme n'importe quel objet que l'on voit tous les jours. Donc ça c'est un paradoxe
que Démocrite essaye de comprendre. Il voit que, de toute évidence, la matière est toujours là et qu'il y en a toujours, a priori, autant qu'avant. Donc tout a l'air de se décomposer, de disparaître de devant nos yeux, et pourtant toute la matière a l'air d'être toujours en la même quantité au fur et à mesure du temps. Et c'est comme ça qu'il en vient à l'idée qu'en fait, si les objets ont l'air de disparaître de devant nos yeux, c'est-à-dire qu'ils se décomposent, qu'ils se détériorent et ainsi de suite, c'est uniquement parce que nos yeux sont incapables de voir ce qu'il se produit à l'intérieur. D'accord, à l'intérieur de ces objets, de ce qui les compose. Et il va émettre l'hypothèse que, en fait, au niveau microscopique, c'est-à-dire au-delà de ce que notre œil peut percevoir, les objets sont constitués de petites particules de matière qui sont capables de s'assembler ou de se désassembler, de se séparer au fur et à mesure du temps. Et lorsque l'on voit un objet se désagréger, se décomposer, disparaître, en fait, c'est uniquement parce que nos yeux sont incapables de voir ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ce sont juste des briques de départ de matière qui sont en train de se séparer. Et donc, à notre échelle, macroscopique, on voit juste les choses disparaître, enfin, entre guillemets, mais à l'intérieur de ces choses, on verrait que simplement ces particules se séparent, se répandent un peu partout autour de l'objet qui est en train de se détériorer, et puis que ces particules vont se refixer, se réassembler pour former de nouvelles matières, de nouvelles substances, et c'est pour ça que, de façon globale, la matière ne disparaît pas. En fait, les particules, les briques qui constituent cette matière se désassemblent, se rassemblent, et ainsi de suite indéfiniment au cours du temps. D'accord ? Et donc Démocrite va être le premier à conceptualiser un petit peu tout ça, à donner un vocabulaire qui va nous rester aujourd'hui. Il nomme atomos les petites briques de matière en question. Il dit qu'il en existe plusieurs. Alors il ne peut pas prouver lesquelles, il ne peut pas encore les voir, il fait juste l'idée, c'est son cerveau qui travaille, qui dit, voilà, si les choses procèdent ainsi, c'est-à-dire les objets ont l'air de disparaître, mais en même temps la matière globalement ne disparaît pas, et bien c'est qu'il existe des briques de départ, des petites briques de matière qui sont indestructibles, qui vont pouvoir s'assembler et se désassembler pour former différents corps et différents objets. Il appelle ça atomos. Alors aujourd'hui on a gardé le terme atome, mais c'est de lui que vient ce terme, qui veut dire donc insécable, atomos, c'est-à-dire insécable qui ne peut pas être coupé, qui ne peut pas être divisé. En fait, on est au niveau de la plus petite particule de matière qui existe. On ne peut pas la couper, cette particule, elle n'est pas composée elle-même d'autre chose. C'est vraiment les bases, les briques de départ, comme un jeu de Lego, d'accord, avec lesquelles vous pouvez faire des constructions. Vous pouvez construire avec vos Lego des maisons, des voitures, n'importe quoi qui vous passerait par la tête. Pour cela, vous avez besoin de briques de départ que vous allez assembler. Et bien dans la nature, ces assemblages sont faits à partir des briques que l'on appelle atomes. Il en existe tout un tas de types différents. Comme on a des briques de base différentes pour les Lego, pareil dans la nature, il y a des atomes différents à partir desquels on peut constituer toutes les substances et les matières qui nous entourent. Voilà. Donc c'est à Démocrite que l'on doit ça, il y a plus de 2500 ans, il n'avait aucun moyen de vérifier ce qu'il était en train d'émettre comme hypothèse, c'était juste une idée pour rendre logique ce qu'il observait dans la nature, et il a fallu attendre plus de 2400 ans pour que enfin on puisse découvrir qu'il avait raison, que c'est bien ce qui se produit dans la nature, et ça a permis des avancées phénoménales en sciences. En fait, à peu près toute la technologie, toute notre technique actuelle, on lui doit un petit peu en tous les cas à des gens comme lui qui ont eu l'intuition, l'idée en premier lieu que c'était comme ça que ça se passait. Alors, vous voyez que en fait quand on parle des atomes, on a presque tendance à dire en fait c'était nos particules, ce qu'on appelait particules, ce sont des atomes. Alors on va voir que c'est parfois vrai et parfois pas tout à fait aussi simple. Donc prenons un exemple, ici nous avons un morceau de charbon, enfin plusieurs morceaux de charbon, et si je vous demandais aujourd'hui de modéliser ça, modéliser à l'échelle microscopique ce que c'est qu'un morceau de charbon, eh bien vous sauriez faire quelque chose de ce type là. C'est-à-dire vous me diriez par exemple, ceci va représenter une particule de charbon, et si je veux représenter une petite portion de ce solide qui est ce bloc de charbon, eh bien je le représenterai comme ça. Il faudrait que je représente des particules de charbon qui sont liées ensemble et qui sont très ordonnées.
D'accord? C'est ça un solide. Il faut que ces particules soient fixées les unes aux autres et qu'elles soient rangées géométriquement, les unes ordonnées, on dit. D'accord? Et comme ça, je comprends que ce que je suis en train de modéliser, c'est un solide. Un solide composé uniquement de particules de charbon. D'accord? Donc c'est un corps pur. Il n'y a que des particules de charbon et je les range de telle manière à ce que je comprenne que c'est un solide que je suis en train de représenter. Maintenant, ça c'est ce qu'on avait appelé une particule. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ces particules sont des atomes? Est-ce que c'est bien des briques de départ avec lesquelles je construis donc un certain type d'atomes qui constituent le charbon? Et dans le cas présent, eh bien c'est bien le cas. Chaque particule de charbon est un atome en réalité. D'accord? Donc particule est un terme général pour dire une petite brique de matière, mais maintenant ces briques ils peuvent être soit des atomes, soit autre chose. Donc dans le cas du charbon par exemple, on va bien avoir des atomes. Alors lesquels? En fait les atomes qui constituent le charbon, c'est ce qu'on appelle un atome de carbone. C'est un des atomes qui existent dans l'univers. Atome de carbone. Et un morceau de charbon, ce sont juste simplement ces briques de départ indestructibles qui sont combinées ensemble pour faire un solide comme ça. Voilà, un bout de charbon, ce sont des milliards et des milliards d'atomes de carbone qui sont fixés les uns aux autres. D'accord? Vous imaginez, vous jouez au Lego, vous voulez faire un bout de charbon, vous prenez une brique noire, vous dites cette brique noire représente un atome de carbone, et vous fixez des briques noires ensemble les unes avec les autres, bien solidement, pour faire un bloc de charbon. La nature, voilà ce qu'elle fait. Donc ça, pas de souci, pas très compliqué, on se dit bon bah en fait une particule c'est la même chose qu'un atome. Alors pas tout à fait. On va y revenir par exemple au cas de l'eau. L'eau, on a jusqu'à présent dit que par exemple si je devais représenter cette eau, je vais reprendre le même code que ce que nous avons fait ensemble. Donc voilà un récipient, parce que c'est un liquide, autant que j'essaie de faire en sorte que ce soit un peu crédible. Donc je vais représenter des particules d'eau comme ça, pas tout à fait rangées, enfin même pas du tout rangées, pour bien montrer que c'est un liquide. Donc il faut quand même que je les laisse coller les unes aux autres. Et je représente, voilà, qu'elles occupent tout le fond de mon récipient. Elles prennent la forme du récipient, donc hop, j'essaie de faire ça correctement. Encore une ici. Voilà, là j'ai un liquide. J'ai un liquide constitué de particules d'eau. Ceci est une particule d'eau. Maintenant la question est-ce qu'une particule d'eau est un atome ou autre chose? Alors pas de mystère, dans ce cas-là ça va être autre chose. Et pour essayer de vous faire comprendre à quoi ressemble réellement une particule d'eau, et d'ailleurs ça va nous expliquer pourquoi on favorise cette forme triangulaire, là pourquoi à chaque fois on a tendance à prendre un triangle plutôt que simplement un rond bleu, qui serait quand même bien plus pratique à dessiner, eh bien on va voir ça maintenant. Donc je vais vous montrer les choses de façon animée. Voilà à quoi ressemble l'eau si on devait réellement regarder à l'état microscopique. Donc je vous lance ça. Donc par exemple l'eau liquide, voilà à quoi ça ressemblerait si on était capable de zoomer suffisamment sur la matière. Nous retrouverions nos petites particules d'eau qui interagissent ensemble. Nous voyons qu'elles sont agitées et qu'elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Elles ne sont pas du tout rangées, elles sont un peu en bazar, mais elles sont collées, liées les unes aux autres. Les petits rayons blancs que vous voyez, c'est simplement pour justifier le fait qu'elles sont liées un petit peu ensemble. D'accord ? Là, nous allons voir pour un solide. Donc dans un solide, nous allons retrouver les mêmes particules, d'accord? Ce sont toujours des particules d'eau qui les composent, nous retrouvons exactement les mêmes particules. Simplement, nous allons voir que elles sont beaucoup moins agitées, leur position ne change pas les unes par rapport aux autres, c'est bien ce qu'on avait appris pour un solide, et elles sont très organisées, très rangées, d'accord? Et c'est pour cela que c'est un état solide, c'est un glaçon, d'accord? Voilà ce que c'est un solide, mais c'est toujours les mêmes particules qui composent mon solide. Voyons maintenant à l'état gazeux, la vapeur d'eau. Nous allons retrouver encore une fois nos particules d'eau, mais comme nous l'avons appris, ces particules sont complètement dispersées, elles sont séparées les unes des autres, elles se promènent dans n'importe quelle direction, d'accord? Elles ne sont plus du tout liées, et elles sont très très agitées. Elles occupent tout le volume qui était disponible pour elles. Maintenant je fais pause quelques instants. Alors on va essayer de trouver une image qui est un petit peu plus zoomée.
Prenons celle-là, ou non, prenons un solide. Le solide c'est un petit peu plus stable. Alors, voilà. Si je regarde cette image, je vois une chose. C'est que ces particules, en fait, elles ont l'air pas tout à fait basiques, si je peux dire ça comme ça. On a tendance à vouloir dire, bah, si je vous demandais de décrire cette particule d'eau, vous me diriez, bah, il y a l'air d'avoir deux parties qui sont un peu blanchâtres ici, une partie bleue au milieu. Donc, j'aurais tendance à dire que cette particule, elle est composée de plusieurs choses. D'accord? J'ai tendance à me dire, bah, il y a une chose ici, une chose là, et encore une chose ici. Et ça se répète à chaque fois, chaque particule d'eau est constituée comme ça de trois parties, une partie centrale bleue, et puis des espèces d'oreilles là qui sont blanches. Alors les couleurs ici, on va pas trop essayer de les retenir, c'était vraiment juste pour voir les choses, parce que bon, ces couleurs, elles sont pas tout à fait correctes par rapport à ce que nous allons apprendre à partir de maintenant. Mais voilà, c'était histoire de vous montrer que cette eau, en fait, ça se représente pas vraiment de façon précise avec des triangles, mais ça ressemble plutôt à ça. Et donc là, si vous avez un petit peu suivi cette notion d'atome, vous allez peut-être déjà pouvoir penser à une chose, c'est que, en fait, alors je vais représenter ces molécules d'eau telles qu'on l'avait dans la vidéo. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais être plus précis que ce triangle. Ça, c'était une particule, c'était bien pratique pour dessiner, mais en réalité, bah, c'est pas suffisamment précis. Et donc là, on va comprendre pourquoi c'était une forme triangulaire qu'on apprenait. C'est tout simplement que, là, je vais reproduire mon petit triangle, mais en pointillé pour montrer que c'est plus lui qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est que à l'intérieur de ce triangle, en fait, si je détaille plus ma molécule d'eau, je vais avoir quelque chose comme ça. D'accord? Comme dans la vidéo, une espèce de forme sphérique au centre et des espèces d'oreilles sur les côtés. Alors là, je l'ai mis dans ce sens-là pour que ça rentre dans mon triangle. Et ça a un peu cette forme triangulaire-là, ça rentre dans un triangle. Et bien en fait, une particule d'eau, ça n'est pas un atome d'eau. Ça n'existe pas un atome d'eau. En fait, ce qu'on appelle une particule d'eau, ce qui constitue la substance que l'on appelle eau, c'est un assemblage de plusieurs atomes. Là, j'ai un atome. Là, j'ai un atome. Et là, j'ai un atome. Donc en fait, une molécule d'eau, c'est un assemblage de trois atomes. Donc on voit qu'une particule, quand on utilisait le terme particule, bah, je ne peux pas simplement le remplacer par le mot atome. Il faut que j'aille un peu plus précisément, voir si cette particule c'est un atome ou si c'est un assemblage d'atomes. Dans le cas de l'eau, c'est un assemblage. Alors un assemblage de trois atomes. Le premier qu'on représente en rouge comme ceci. Alors vous voyez que c'est pour ça que je vous disais les couleurs de la vidéo, n'en tenez pas trop compte parce que ça doit être une décoloration due à l'exportation vidéo. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont choisi ces couleurs là. Ça c'est ce qu'on appelle un atome d'oxygène. Et là vous commencez à rencontrer des mots que vous connaissez. Atome d'oxygène. Une molécule d'eau, enfin dans une particule d'eau on retrouve un atome d'oxygène à chaque fois. Mais pas que ça, on retrouve aussi celui-là, on le laisse en blanc. Celui-là aussi. Ce sont en fait deux atomes identiques qu'on appelle des atomes. Alors, un atome d'hydrogène. Et là aussi, un atome d'hydrogène. Donc en fait, une molécule d'eau, une particule, excusez-moi pour le terme molécule, on y viendra, hein, c'est simplement que ça, en fait, cette particule s'appelle une molécule. Donc une particule d'eau est composée de trois atomes différents. Un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, situés, placés de cette façon-là. Et de l'eau, liquide comme ceci, en fait c'est des milliards et des milliards et des milliards de fois cette particule-là. D'accord? Donc on voit que dans certains cas, par exemple cette substance-là qu'on appelle le charbon, c'est constitué directement d'atomes. D'accord? Chaque particule est en fait un atome. Donc là j'en ai des milliards et des milliards de fois l'atome de carbone dedans.
C'est un des types d'atomes qui existent dans l'univers. Donc ces atomes de carbone, comme tous les atomes, sont indestructibles. C'est la règle numéro 1. Les atomes ne peuvent pas être détruits. Ce qu'on peut détruire, c'est le morceau de charbon. Je peux le casser, je peux l'effriter. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je sépare des blocs d'atomes de carbone comme ça. Mais les atomes eux-mêmes sont toujours là. Pareil pour l'eau. Mes particules d'eau ici, en fait, sont constituées non pas d'un seul atome, mais de 3 atomes regroupés ensemble. C'est ça qu'on appelle une particule d'eau. Si je retirais un de ces atomes-là, si je retire celui-là, alors ce n'est plus une particule d'eau, ce sera autre chose. Si je retire celle-là, ce sera aussi une autre particule, mais pas une particule d'eau. Pour avoir une particule d'eau, c'est spécifiquement cette construction-là qu'on appelle comme ça. Il faut qu'il y ait un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène collés dessus. D'accord ? Et ça, je l'ai des milliards de fois dans chaque petite goutte d'eau. D'accord ? Maintenant, je peux aussi me poser sur un autre exemple. On a vu ici récemment, donc là, ce que je veux, c'est étudier l'air. D'accord ? Donc l'air, on a vu ce que c'était. Donc si je représente, encore une fois, comme on l'avait fait, de l'air, eh bien, on avait dit que c'était une particule de dioxygène. Je vais représenter 5 particules. D'accord ? Une particule de dioxygène pour 4 particules de diazote. D'accord ? Je les représente un petit peu dans tous les sens dans mon carré, histoire de montrer que c'est un gaz. Donc voilà ce que c'est que de l'air. On a dit que c'était une particule d'oxygène pour à chaque fois qu'on avait 4 particules de diazote. Et la question que je me pose maintenant, comme je l'ai fait juste avant, c'est est-ce que cette particule de dioxygène c'est égal à un atome? Et pareil pour ma particule de diazote. Est-ce qu'une particule de diazote est égale à un atome? C'est-à-dire, est-ce que c'est un atome, ce qu'on appelle une particule de diazote? Est-ce que c'est uniquement un atome, comme dans le cas du charbon? Ou est-ce que c'est un assemblage? Eh bien, en fait, ce sont des assemblages. Ce ne sont pas des atomes. Ces particules-là, en fait, ce que l'on appelle une particule de dioxygène, ça n'est pas un seul atome. Ça se représente comme ceci, une particule de dioxygène. C'est... Alors, on s'en doute s'il y a une histoire d'oxygène là-dedans. Mais ça va être 2 atomes d'oxygène liés ensemble. Un atome d'oxygène et un autre atome d'oxygène. Voilà ce que c'est qu'une particule de dioxygène. C'est un assemblage de 2 atomes d'oxygène. Donc voilà un deuxième assemblage qui existe dans la nature. Le premier qui était essentiel, qui est essentiel à la vie, que vous avez étudié de si nombreuses fois, l'eau. Voilà à quoi ressemble une particule d'eau. D'accord ? C'est composé de 3 atomes différents. Donc les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène. Les atomes d'oxygène, on peut en retrouver dans une autre construction qu'on appelle le dioxygène, alors qu'il n'y a rien à voir avec l'eau. Nous, l'eau, on la respire pas. Le dioxygène, par contre, c'est vital pour nous. Et voilà, pourtant ça contient de l'oxygène de la même façon que l'eau, mais ça n'a pas du tout le même effet sur le corps. Ça n'a pas le même usage dans la nature. Et voilà ce que c'est qu'une particule de dioxygène. Ce sont 2 atomes d'oxygène collés, fixés, liés l'un à l'autre. Et pareil pour le diazote. Alors remarquez bien, dioxygène, le préfixe di, en fait il signifie la même chose que 2. 2 oxygènes. Dioxygène, ça veut dire 2 oxygènes. Et c'est bien ce que j'ai. Un atome d'oxygène et un autre atome d'oxygène. Une particule de dioxygène, c'est une particule qui est composée de 2 oxygènes. Dioxygène. Et bien si on a dit ça, vous allez comprendre une chose avec diazote. C'est la même logique. Dans une particule de diazote, en fait, j'ai 2 atomes d'azote. Donc un autre type d'atome qui existe dans la nature, qui s'appelle l'atome d'azote. Et j'en ai bien 2 aussi, d'où le diazote. D'accord ? Alors,
avant de finir cette vidéo, je voulais quand même rebondir sur le fait que les couleurs, à partir de maintenant, sont essentielles. Et les représentations. Vous allez voir qu'un atome se représente toujours avec une sphère comme ça de couleur. Et la couleur est toujours la même pour un type d'atome particulier. Par exemple, l'azote, l'atome d'azote est toujours représenté par une sphère bleue. Toujours, toujours, toujours. C'est pour cela que j'avais commencé à utiliser, lors de nos précédentes leçons, les couleurs bleues et rouges pour représenter l'air, pour représenter le dioxygène. D'accord, j'utilisais un petit carré rouge comme ça. Pourquoi? Parce que le dioxygène c'est composé de 2 atomes d'oxygène, et ces atomes d'oxygène on les représente avec des sphères rouges. Donc j'avais commencé à noter un petit peu ce langage là. Donc là il n'y a plus le choix, hein. Quand vous représentez un atome d'oxygène, à partir de maintenant, le modèle d'un atome d'oxygène, c'est une sphère rouge. Quand j'en colle 2 l'une avec l'autre, alors j'ai ma première petite construction faite avec l'oxygène, par exemple, qui est du dioxygène. Et lui, il est vital, c'est lui que nous respirons chaque jour. D'accord ? Alors ne perdez pas de vue que c'est un modèle, que dans la nature un atome d'oxygène ce n'est pas une sphère rouge, c'est juste on la représente comme ça, histoire d'avoir le même langage et de se comprendre les uns des autres quand nous écrivons les choses. Un atome d'azote s'écrit avec un cercle, enfin une sphère bleue comme ça, remplie de la bonne couleur, hein, bleu, ce n'est pas le contour qui compte, c'est uniquement la couleur qu'il y a à l'intérieur. D'accord ? Donc si je veux représenter un atome d'azote, il faut que je fasse une sphère colorée en bleu. Si je veux représenter un atome d'oxygène, je vais faire une sphère colorée en rouge. Et si je veux faire un atome d'hydrogène, je fais une sphère qui n'est pas colorée. D'accord ? Je ne mets rien à l'intérieur, ça veut dire qu'elle est blanche. Voilà. Donc vous voyez, au travers de cette petite leçon, que ce que l'on appelait des particules peuvent être de différents types, soit des atomes, soit des assemblages d'atomes. Et selon l'assemblage que l'on fait avec ces atomes, eh bien on obtient différentes substances. Bien, on va s'arrêter là pour le moment. N'oubliez pas de noter le résumé de tout ceci dans votre cahier proprement. Et moi je vous dis à très vite donc pour la suite de ce chapitre 2, donc qui sera consacré exclusivement la prochaine vidéo à ces assemblages, voir comment on appelle ces assemblages et comment on note tout ça. Voilà. Allez, à très bientôt et bon courage.